La chaleur tombait sur la base comme une main géante qui refusait de se lever. L'air vibrait, saturé de sable et de kérosène. À travers cette onde tremblante, une silhouette avançait lentement, appuyée sur 2 béquilles en aluminium. Chaque pas faisait grincer le métal, chaque souffle portait l'écho d'un combat encore proche. La sergente-chef Riley Monroe n'avait plus besoin qu'on lui dise quand marcher. Son corps le savait, même quand tout en elle criait d'arrêter. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. Sa jambe gauche était prisonnière de bandages trop serrés. Sous les couches blanches, le sang formait déjà des auréoles sombres. 3 jours plus tôt, un engin explosif improvisé avait éventré le convoi du génie de combat. Le véhicule de tête avait explosé comme une boîte de conserve chauffée à blanc. Le souffle l'avait projetée à 4 mètres, brisant son tibia net. Depuis, elle avançait, bancale, têtue, comme si la simple idée de s'arrêter la condamnait à disparaître. Devant le hangar logistique, un groupe de jeunes rangers fraîchement débarqués de San Diego s'abritait à l'ombre. Casque défait, rire nerveux, arrogance intacte. L'un d'eux donna un coup de coude à son voisin. « Regarde-moi ça, une béquille avec des galons. On recrute vraiment n'importe qui, hein ?» Les autres éclatèrent de rire. C'était ce genre de rire qui ne tue personne, mais qui ronge lentement tout ce qu'il touche. Riley serra la mâchoire, fixa droit devant. Elle aurait pu répondre. Elle ne le fit pas. Ce n'était pas la première fois qu'on essayait de lui rappeler qu'elle n'était pas comme les autres. Sous le camouflage poussiéreux, on devinait le patch seal noir et argent, celui qu'elle avait gagné au prix de chaque vertèbre. Peu importait, pour eux, c'était un miracle de relations publiques, pas un frère d'armes. Le désert n'a jamais eu de patience pour la différence. « Hé, sergente !» lança une autre voix. « On peut installer une rampe si tu veux. » Nouveau rire collectif. « Ou une chaise à roulettes !» ajouta un troisième. Elle s'arrêta, tourna la tête lentement. Son regard coupa le vacarme net. « Ça ira. Merci. »« T'es sûr ? On dirait que le combat t'a pas raté. » Son souffle s'épaissit. Ses doigts blanchirent sur la poignée de la béquille. Elle pensa à l'explosion, à la chaleur qui avait fondu le blindage comme de la cire, à la voix qu'elle avait suivie dans la fumée. Une voix d'homme, étranglée, ordonnant de reculer. Le général. Un silence s'installa, brisé seulement par un gémissement de tôle. Puis, une autre voix, grave, venue de derrière le groupe. Elle n'était pas sur une base. Les rangers se figèrent. Sur la rampe du bâtiment de commandement, un homme se tenait debout, lui aussi sur des béquilles. Son uniforme portait 3 étoiles. Le général William Harlow descendit lentement, chaque pas calqué sur la douleur de Riley. Les jeunes soldats s'écartèrent, leur rire encore suspendu dans l'air comme un péché qu'on n'ose pas nommer. « Mon général, » commença l'un d'eux, « on voulait juste… »« Je sais ce que vous vouliez, » coupa Harlow. « Vous vouliez rire. » Il se plaça face à eux, son visage dur et calme à la fois, puis se tourna vers Riley. « Sergente Monroe, je vous cherchais. » Elle se redressa, surprise, presque sur la défensive. « Mon général !» Le regard du vieil officier glissa sur sa jambe, ses béquilles, puis revint sur sa propre jambe bandée. Même fracture, même chirurgien, même jour. Helmand, route 601, 3 jours plus tôt. Vous souvenez-vous ? Elle hocha la tête, muette. « C'est elle, dit-il en se tournant vers les jeunes, celle qui m'a sorti d'un blindé en feu, celle qui a traîné mon corps sur 200 mètres sous les tirs, celle qui a maintenu la pression sur ma plaie 47 minutes avant l'arrivée de l'hélico. » Le vent souleva un rideau de poussière entre eux. Les rangers baissèrent les yeux. « Vous voyez une femme blessée, » continua Harlow. « Moi je vois la raison pour laquelle je respire encore. Quand vous riez d'elle, vous riez de ma survie, pas un mot. » Les mouches elles-mêmes semblaient avoir cessé de bourdonner. Harlow salua alors Riley, lentement, la main au front. Un 3 étoiles saluant une sergente. L'image transperça l'air brûlant. Riley répondit mécaniquement, mais ses yeux, humides, trahirent un instant de fierté brute, silencieuse. « Merci pour ma vie, sergente. »« Je n'ai fait que mon devoir, mon général. »« Vous avez dépassé le devoir. » Puis, se tournant vers les rangers, « Tous, au garde à vous. » Les bottes claquèrent. « Saluez. Et retenez ceci. On ne juge pas les cicatrices qu'on n'a pas méritées. » Le silence tomba comme un verdict. Quand il s'éloigna, Harlow marchait au même rythme qu'elle, 2 silhouettes brisées avançant côte à côte dans la lumière blanche. Riley sentit pour la première fois depuis 3 jours que la douleur avait un sens,
qu'elle avait un témoin. Pourtant, la guerre n'en avait pas fini avec elle. Dans l'infirmerie, une enveloppe l'attendait déjà sur la table. Convocation. Article 32. Comparution obligatoire. Elle resta immobile un moment, fixant son nom sur le papier. Une audience préliminaire, une accusation, et cette fois, le champ de bataille serait une salle d'audience. Le souffle des rotors résonnait encore dans sa tête. Ce bruit, mélange de tonnerre et de métal, ne la quittait jamais vraiment. Parfois, elle le retrouvait au creux de ses rêves, juste avant le moment où tout explose. Riley Monroe ouvrit les yeux sur la lumière blanche et crue de l'hôpital de campagne. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la poussière et du sang séché. Autour d'elle, des lits de fortune, des gémissements étouffés, le cliquetis d'instruments. Un infirmier passa sans la regarder, concentré sur un soldat qui râlait dans son sommeil. Sa jambe était suspendue dans une attelle métallique. Une douleur sourde, constante, pulsait jusque dans sa hanche. Mais ce n'était pas la douleur qui la tenait éveillée. C'était la peur de l'oubli. La peur que tout ce qu'elle avait vécu là-bas soit effacé sous les rapports officiels et les phrases vides qu'on écrit dans les débriefings. 3 jours plus tôt, elle rampait encore sur la route 601, tirant le corps inerte du général Harlow. Le feu, les tirs, la poussière, tout s'était fondu en une seule image rouge. Elle se souvenait du goût de la cendre sur sa langue, du bruit des balles qui frappaient la tôle comme une pluie de pierres. Elle avait serré les dents, compté les secondes, puis l'hélicoptère, puis le noir. Quand elle se réveilla à Landstuhl en Allemagne, la première chose qu'elle entendit, ce fut la pluie contre la fenêtre. Une pluie calme, régulière, presque ironique. La guerre semblait si loin. Elle cligna des yeux. À sa droite, une infirmière aux cheveux tirés lui adressa un sourire mécanique. « Vous avez de la chance, sergente Monroe. »« De la chance ?» répéta Riley, la voix rauque. « Oui, vous auriez pu perdre la jambe. » Elle voulut rire, mais sa gorge se serra. La chance avait un drôle de goût. 2 semaines passèrent entre les radios, les piqûres, la rééducation précoce. Chaque matin, un jeune kiné lui faisait plier la jambe jusqu'à la limite du supportable. Riley encaissait, sans un mot. À la fin des séances, elle restait seule dans la salle, respirant lentement, comptant les carreaux au sol. Le silence lui faisait du bien. C'est dans ce silence qu'ils sont venus la première fois. 2 hommes, costumes sombres, dossiers épais, pas des médecins, pas des officiers de terrain non plus. Le badge sur la poitrine indiquait NCIS. « Sergent-chef Monroe, nous devons parler de Helmand. » Ils s'installèrent sans attendre son accord. Le plus jeune prit des notes, le plus vieux observait. « Décrivez les événements du 12 mai, demanda-t-il d'un ton neutre. Le convoi a quitté Fob Hargrove à 08h43. Nous étions 4 véhicules, 2 blindés légers, 2 transports logistiques. Objectif, extraction d'un matériel sensible. Sensible ? Vous étiez autorisé à utiliser un fusil de précision dans cette mission ? Oui, section de soutien direct. Pourtant, selon ce rapport, vous avez tiré sans autorisation sur une position non confirmée. Riley fronça les sourcils. C'était une position ennemie. Il nous visait. Le général Harlow n'a rien confirmé de tel. Il était inconscient. Le silence tomba, lourd. Le plus jeune tapota son stylo. Le plus vieux se pencha. Vous comprenez, sergente, qu'il y a des procédures, et que certaines décisions peuvent être interprétées comme des violations des règles d'engagement. Elle planta son regard dans le sien. Si je n'avais pas tiré, le général serait mort avant même que l'IED n'explose. Ils échangèrent un regard rapide, refermèrent droit leur dossier. Nous reviendrons vers vous. La porte claqua. Riley resta immobile, les poings serrés. Elle savait ce que cela signifiait, enquête administrative, possible suspension, et surtout ce mot qu'elle détestait, évaluation comportementale. La nuit suivante, elle fit un cauchemar. Elle revoyait la route, la lumière blanche de l'explosion, le corps du général glissant hors du blindé, son cri coupé net par la poussière. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Quelques jours plus tard, on la transféra à Walter Reed aux États-Unis. Le vol dura 10 heures. 10 heures à fixer le plafond métallique de l'avion médical, à écouter les gémissements des autres blessés. En arrivant, elle sentit pour la première fois le froid d'un air conditionné qui ne sentait pas la guerre. L'hôpital militaire était presque trop propre. Tout y brillait. Les murs, les sols, les visages des médecins,
Ici, on effaçait la guerre sous la propreté. Riley, elle, portait encore l'odeur du sable et du carburant. Les regards se posaient en ligne sur elle avec un mélange de curiosité et de malaise. Un matin, alors qu'elle essayait de marcher seule dans le couloir, elle entendit un murmure derrière elle. 2 soldats parlaient sans baisser la voix. « C'est elle ? La tireuse Seal, celle du convoi ? » ?»« Ouais. J'ai entendu dire qu'ils vont la virer. Apparemment, elle a outrepassé ses ordres. Classique. On veut prouver qu'ils savent dire non aux femmes trop bruyantes. » Elle ne se retourna pas. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ça. Depuis Budus, depuis le premier jour où elle avait posé le pied sur le sable de Coronado, on la testait, on la jaugeait, on attendait qu'elle échoue. Dans sa chambre, un petit cadre posé sur la table de chevet montrait une photo. Riley, casque sur la tête, au milieu de son escouade, le visage noirci par la suie. Derrière, un soleil couchant sur les montagnes afghanes. Sous la photo, une inscription gravée. « One shot, one life ». Quand le docteur entra, elle demanda simplement « Quand est-ce que je peux retourner sur le terrain ?» Il leva les yeux de son dossier, surpris. « Sergente, vous avez une fracture en 3 morceaux et des éclats dans le mollet. Vous n'irez nulle part avant des mois. » Alors j'attendrai. Mais à peine 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva, glissée sous sa porte. Tampon rouge, confidentiel, défense. À l'intérieur, convocation officielle pour une audience, article 32. Un mot griffonné à la main en bas de page. Procureur désigné, CMDR J. Pike. Elle s'assit sur le lit, la lettre tremblant entre ses doigts. Un souvenir remonta. Le moment exact où le canon de son fusil avait chauffé, la cible s'était effondrée et tout avait basculé. Elle comprit alors que la guerre n'était pas finie. Elle venait simplement de changer de terrain. La base administrative de Quantico ressemblait à une prison sans barreaux. Les mêmes murs beiges, le même silence surveillé. Riley Monroe y fut transférée en attente de procédure. Un euphémisme militaire pour dire qu'on ne savait plus quoi faire d'elle. Les journées s'étiraient entre séances de rééducation et paperasse. Les béquilles faisaient partie du décor. Chaque matin, elle traversait le couloir du bâtiment C12, entre des bureaux où personne ne levait les yeux. Sur la porte de son local, une pancarte « Transition Unit, Restricted Personnel ». On y mettait les blessés, les inadaptés, les dossiers encombrants. À la cafétéria, les conversations s'interrompaient à son passage. Les rumeurs avaient fait leur œuvre. « C'est la Seal du convoi, tu sais, celle qui a tiré sans ordre. J'ai entendu dire qu'elle a désobéi à Harlow lui-même. Non, pire, qu'elle a provoqué la seconde explosion. Les mots glissaient sur elle comme des balles sensibles. Elle buvait son café brûlant, regardait par la fenêtre. Sur le terrain, un groupe de recrues faisait des pompes dans la boue. Elle se souvenait de ses propres débuts, du sable de Coronado, de la voix du formateur qui hurlait « You don't belong here ». Elle lui avait répondu par des kilomètres de course et du sang dans les paumes. Mais ici, ce n'était pas la sueur qu'on testait, c'était la patience. Un matin, un officier de liaison entra dans son bureau. « Sergent-chef Monroe, vous êtes convoqué au JAG demain, 08 heures pour entretien préalable à l'audience, article 32. » Il déposa un dossier épais sur son bureau, puis quitta la pièce sans un mot de plus. Riley le fixa un instant avant de l'ouvrir. Des pages de rapport, des photos, des annexes. En haut, en lettres noires, United States Navy, Face, Riley Monroe. Elle lut lentement, ligne par ligne. Chef 1, violation des règles d'engagement, usage d'armes létales sans validation radio. Chef 2, mise en danger d'un officier supérieur par non-respect du protocole de sécurité. Chef 3, destruction de matériel classifié. Elle fronça les sourcils. Matériel classifié ? Il s'agissait du même véhicule réduit en cendres, et c'était elle qui était accusée d'avoir causé sa perte. La dernière page portait la signature du procureur. CMDR, Jonathan Pike. Le nom lui disait quelque chose. Ancien opérateur, reconverti en juriste, réputé pour son obsession du devoir absolu. Ceux qu'il poursuivait finissaient rarement acquittés. Le lendemain, Riley entra dans le bâtiment du JAG. Les murs transpiraient le formalisme. Une jeune assistante lui fit signe d'attendre. Après 10 minutes, la porte s'ouvrit. Pike l'attendait, droit derrière un bureau où chaque dossier semblait aligné au millimètre. « Sergent-chef Monroe, asseyez-vous. »
Elle resta debout. Je préfère rester ainsi. Il haussa un sourcil. Comme vous voudrez. Vous êtes consciente de la gravité des accusations? Je les ai lues. Très bien. Vous admettez avoir tiré sans autorisation explicite. J'ai tiré pour sauver des vies. Ce n'est pas la question. Il ouvrit un dossier, sortit une photo du convoi après l'explosion. Voyez ici, le blindé numéro 2. Vous affirmez que les tirs venèrent d'une position à 300 mètres. Pourtant, aucun traceur thermique ne l'a confirmé. Parce que les capteurs étaient hors service après la première déflagration. Vous comprenez que sans preuve visuelle, votre version reste, disons, difficile à défendre. Riley croisa les bras. Les preuves, je les ai traînées jusqu'à la zone d'évacuation. Elles respirent encore. Pike resta de marbre. Ce n'est pas à moi d'en juger. L'audience décidera. Il referma le dossier, se pencha légèrement. Je vous conseille de plaider la confusion. Traumatisme, choc post-explosion. Cela vous éviterait la prison. Je ne plaide pas la confusion. Vous préférez risquer la cour martiale complète? Je préfère dire la vérité. Un silence tendu. Le tic-tac d'une horloge couvrait leur respiration. Finalement, Pike se leva. Très bien, sergente. Alors à demain. Et préparez-vous. Sur le banc des accusés, personne ne voit votre dossier, seulement vos erreurs. Quand elle sortit du bureau, un couloir vide l'attendait. Elle sentit le froid lui remonter la colonne vertébrale. Dehors, la pluie fine s'était mise à tomber. Elle traversa le parking lentement, les béquilles glissant sur le bitume mouillé. Un pick-up s'arrêta à sa hauteur. Au volant, un jeune soldat l'observa, hésitant. « Sergente Monroe ? » ?»« Oui ? » ?»« J'étais à Landstuhl. Je vous ai vu là-bas. Vous m'avez parlé pendant qu'on m'opérait. Vous m'avez dit de ne pas dormir. Si j'ai encore ma jambe, c'est grâce à vous. » Riley cligna des yeux, surprise. « Comment tu t'appelles, soldat ? » Grayson. Première classe. Elle hocha la tête. « Alors garde-la bien, ta jambe. Tu l'as payée cher. » Le véhicule repartit, soulevant un peu d'eau sale. Riley resta seule, le cœur lourd mais droite. Le lendemain, elle passerait d'héroïne silencieuse à accusée publique. Elle rentra dans son dortoir, s'assit sur le lit et ouvrit son carnet. Une seule ligne, écrite lentement, comme une promesse. « Ils veulent me faire taire. Je parlerai plus fort. » Le matin de la réunion préparatoire, la salle sentait le café froid et le papier neuf. Riley s'assit dans le silence face à un tableau blanc sur lequel s'alignaient des mots-clés. ROE, balistique, command chain, témoin. La porte s'ouvrit, une femme entra, uniforme impeccable, cheveux bruns tirés, regard clair et calme. Lieutenant Amélie Dufort, Jack Défense, je serai votre avocate. Sa voix était posée, sans chaleur excessive, mais pas froide. Riley se leva, serra la main. Merci d'être venue. Je n'ai pas été invitée, sergente. On m'a assigné à votre cas parce que personne n'en voulait. Riley esquissa un demi-sourire. Charmant. Ne le prenez pas mal. Les dossiers où un général est impliqué, disons que ça fait fuir les carrières prometteuses. Dufort posa son attaché-case, sortit une pile de documents à noter. J'ai lu les rapports du NCIS, 3 versions différentes de la même journée. L'une vous fait passer pour une héroïne, l'autre pour une menace, la dernière pour une erreur de procédure ambulante. Et laquelle ils vont choisir ? Celle qui arrange le Pentagone. Elle leva les yeux. Vous aviez un enregistreur radio sur votre gilet ? Oui, modèle PRC 163, canal sécurisé, mais il a fondu dans l'explosion. Je m'en doutais. Et les logs numériques ? Transmis avec le reste du matériel détruit. Donc, plus de preuves audio. Génial. Dufort s'assit, croisa les jambes et ouvrit son carnet. Très bien, on recommence à zéro, racontez-moi tout. Du départ jusqu'à l'explosion. Pas les versions officielles. La vôtre. Riley inspira. Les images revinrent, nettes, tranchantes. Le convoi qui s'étire dans la vallée, le vent chaud, la poussière qui se colle au cou, le vrombissement régulier du blindé, puis la détonation. Ce flash blanc qui avale tout. Elle raconta. Chaque détail, la fumée, le métal, la chaleur, la radio qui grésille, la voix du général coupée net, le tir qu'elle avait dû faire, rapide, instinctif, précis, la balle qui avait abattu le guetteur avec la télécommande. Puis le silence, avant la deuxième explosion. Dufort prit des notes sans l'interrompre. Donc, vous êtes certaine que le tir a neutralisé le déclencheur de l'IED ? Oui. Et sans ce tir, la deuxième déflagration aurait tué tout le convoi ?
Exact. Alors on va le prouver. Riley leva les yeux. Comment? Sans enregistrement? Avec la logique et la science. Pendant 3 jours, elles travaillèrent sans relâche. Dufort reconstitua la scène sur une carte satellite. Les distances, les angles, la vitesse du vent, la chronologie exacte. Elle fit venir un expert balistique civil, un ancien du FBI. Ensemble, ils calculèrent la trajectoire d'un tir à 300 mètres avec le fusil MK13 qu'utilisait Riley. Résultat, impossible que l'explosion secondaire soit causée par son arme. Vous voyez ? Dit Dufort en tapotant la feuille. Le délai entre le tir et la deuxième explosion est de 1 à 4 secondes. À cette distance, aucune onde de choc n'aurait pu déclencher le réservoir du blindé. C'était une charge télécommandée. Donc, ils mentent. Ou ils couvrent quelqu'un. Le soir même, un témoin appela discrètement. Un caporal nommé Vickers, survivant du convoi. Sa voix tremblait. « Ma'am, j'ai vu un drone américain dans le secteur ce jour-là. Pas répertorié dans le plan de mission. » Vous pouvez le prouver ? Non. Mais j'ai entendu le bip du laser désignateur juste avant la première explosion. Dufort nota tout. Le lendemain, le témoin fut déclaré indisponible pour raison médicale. Transféré hors de l'état. Voilà, souffla-t-elle. On étouffe. Les médias commençaient à flairer l'affaire. Des titres apparurent. Une CIL tire sans ordre. L'armée garde le silence. Des commentateurs parlaient l'illusion de l'égalité. Des photos de Riley en uniforme circulaient, souvent mal cadrées, accompagnées de phrases hors contexte. Dans les couloirs de Quantico, les regards se faisaient plus lourds. Certains la saluaient par défi, d'autres détournèrent la tête. Elle marchait tête droite, même quand la douleur tirait dans sa jambe. Une nuit, alors qu'elle travaillait encore dans la salle du JAG, Dufort posa son stylo. « Vous savez pourquoi ils vous attaquent, Riley ? Parce que j'ai désobéi ? Non, parce que vous avez réussi là où ils espéraient que vous échoueriez. Vous avez survécu. Et ça, c'est impardonnable pour certains. » Riley la regarda longuement. « Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne joue pas leur jeu, on apporte des faits, on ne crie pas, on démonte, lentement, proprement. » Elle désigna le dossier empilé sur la table. « Demain, je déposerai une motion pour obtenir la déclassification partielle des données du convoi. Ça prendra du temps. Mais si on obtient ne serait-ce qu'un fragment de la télémétrie, on les coincera. » Riley acquiesça. « Et si on n'obtient rien ? Alors il nous restera le plus vieux argument du monde, le courage. » La nuit s'étira. Le néon bourdonnait. Riley ferma les yeux un instant. Elle se revit sous le soleil d'Helmand, les mains brûlées, le sang sur son treillis, la voix du général Harlow qu'elle traînait hors des flammes. Ce souvenir la maintenait debout. Au petit matin, Dufort reçut un message codé. Sa requête avait été transmise au haut commandement. Réponse prévue sous 72 heures. 3 jours, dit-elle. 3 jours pour savoir si on a une chance. 3 jours ? Répéta Riley. C'est long quand on attend un tir ? Dufort lui adressa un bref sourire. Alors on se prépare, parce qu'ils vont frapper avant nous. L'aube de l'audience était d'un gris sans promesse. Sur le parking du tribunal militaire de Norfolk, le vent agitait les drapeaux sans conviction. Riley Monroe sortit de la voiture de service, escortée par 2 militaires de la prévôté. Les bracelets métalliques claquèrent quand on les referma autour de ses poignets. Elle ne protesta pas. Elle savait ce que signifiait ce geste, montrer l'exemple, rappeler que même les héros doivent plier. Dans le couloir, les flashs crépitèrent. Les journalistes n'avaient pas le droit d'entrer, mais les caméras de l'armée, elles, filmaient tout. Un officier anonyme murmura « Ils veulent une image claire. La femme Seal menottée. Ça fera taire les débats internes. » Riley continua d'avancer, tête droite, si l'on voulait faire d'elle un symbole, alors qu'ils assument leur théâtre. La salle d'audience était froide, parfaitement symétrique. À gauche, l'accusation. À droite, la défense. Devant, un panneau de juge militaire, raide, impassible. Au centre, le procureur, commandant Jonathan Pike, ses galons parfaitement alignés. Il n'avait pas besoin de hausser la voix pour dominer la pièce. Quand Riley entra, les conversations cessèrent. Le cliquetis de ses chaînes résonna contre le sol carrelé. Dufort marcha à ses côtés, calme, presque glacial. Elle adressa un regard à l'huissier. « Les menottes ne sont pas nécessaires. »« Ordre du commandement, » répondit l'homme sans la regarder. Riley s'assit lentement, l'acier lui entaillant la peau.
Son uniforme de cérémonie dissimulait mal la rigidité de sa jambe blessée. Ses décorations brillaient sous la lumière crue. 3 campagnes, 2 Purple Hearts, une mention élogieuse, et pourtant, sur le papier, elle était aujourd'hui une prévenue. Pike prit la parole. Membres du Conseil, nous sommes ici pour juger un acte de désobéissance manifeste. Le 12 mai dernier, la sergente-chef Monroe a ouvert le feu sans autorisation, compromettant une opération classifiée et provoquant la destruction d'un matériel stratégique. Sa voix ne tremblait pas. Il déroulait son texte comme une équation déjà résolue. Ce procès n'est pas celui d'une femme, ni d'une héroïne autoproclamée. C'est celui d'une violation de la chaîne de commandement, pierre angulaire de nos forces armées. Il marqua une pause, laissa planer le silence. Certains diront qu'elle a agi avec courage, d'autres qu'elle a sauvé des vies. Mais le courage sans discipline devient chaos. Et le chaos, sur un champ de bataille, tue. Dufort prit des notes, impassible. Quand vint son tour, elle se leva avec une lenteur calculée. La défense rappellera, à l'inverse, que la discipline ne vaut rien sans discernement. La sergente Monroe a agi dans une situation d'urgence extrême. Son tir a neutralisé une menace imminente, et les faits, que nous prouverons, démontrent qu'elle a sauvé non pas 1, mais 17 soldats. Un murmure parcourut la salle. Les juges échangèrent un regard. Pike esquissa un sourire bref, presque condescendant. Nous verrons ce qu'en disent les pros à l'épreuve. Le premier témoin appelé fut un opérateur de communication, le sergent Lewis. Il confirma avoir perdu tout contact radio juste avant l'explosion. Donc, demanda Pike, la sergente Monroe n'a reçu aucun ordre avant de tirer ? Non, monsieur. Merci. Aucune autre question. Quand Dufort prit la parole, sa voix resta douce. Sergent, vous avez dit que le signal radio était coupé. Alors comment pouvez-vous affirmer qu'elle n'a pas reçu d'ordre ? Un silence. Le témoin cligna des yeux, perdu. Je ne peux pas. Le public retint son souffle. Pike fronça les sourcils, mais ne releva pas. Le deuxième témoin, un lieutenant rescapé, décrivit Riley comme agitée et impulsive, après la première explosion. Vous dites qu'elle a quitté la couverture pour rejoindre le véhicule de tête ? Oui. Et vous ? J'étais en position. Vous n'avez pas bougé ? Non. Et pourtant, elle a sorti le général vivant. Vous, non. Le visage du lieutenant se figea. Dufort ne haussa pas le ton. Elle se contenta d'un hochement de tête. Pas d'autres questions. Pendant la pause, Riley resta seule sur le banc, les poignets meurtris. Elle observait les vitres teintées derrière lesquelles des silhouettes passaient. Officiers, observateurs, supérieurs. Des juges invisibles à un étage plus haut. Ce procès n'était pas seulement pour elle. C'était pour ceux qu'on voulait dissuader de la suivre. L'après-midi, Pike fit venir un expert balistique du N6. Selon vos analyses, l'arme de Monroe a-t-elle pu provoquer la seconde explosion ? Théoriquement, oui. Et pratiquement ? Disons que c'est possible. Dufort se leva aussitôt. Possible n'est pas prouvé. Vous avez reconstitué la scène sur le terrain ? Non, l'accès était classifié. Donc, votre témoignage repose sur des simulations théoriques ? Oui. Merci, c'est tout. La défense gagnait du terrain, mais lentement. Trop lentement. Chaque victoire semblait dérisoire face à la mécanique du système. À la fin de la journée, alors que la salle se vidait, un huissier entra discrètement et remit un pli scellé au président du conseil. L'homme le parcourut rapidement, puis leva la tête. L'audience reprendra demain à 09h. Et notez au procès-verbal, un témoin supplémentaire s'est manifesté. Dufort se figea. Quel témoin ? Un haut gradé, dit le juge en refermant le dossier. Il quitta la salle sans un mot de plus. Riley et Dufort échangèrent un regard. Pike n'a rien demandé, murmura Dufort. Ce n'est pas lui. Alors qui ? Quelqu'un au-dessus de lui. Dehors, la nuit tombait, lourde et bleue. Riley monta dans le véhicule de transfert. Le moteur ronfla, les phares balayèrent les grilles du tribunal, son reflet dans la vitre la fixait, fatigué, mais vivant. Elle pensa à Harlow, quelque part à Washington, à la promesse silencieuse qu'ils avaient partagée. Dire la vérité, coûte que coûte. Le lendemain, un amiral franchirait la porte de la salle d'audience, et plus rien ne serait comme avant. Le lendemain,
La salle d'audience vibrait d'un murmure contenu. L'air semblait plus lourd, chargé d'attente. Les journalistes militaires, les officiers, même les greffiers avaient cette raideur particulière des jours où quelque chose d'imprévu va se produire. Riley Monroe entra escorté, sans un mot. Les menottes avaient disparu. Dufort avait enfin obtenu qu'on les retire, mais l'humiliation de la veille restait gravée dans sa peau. Pike était déjà là, penché sur ses dossiers, impassible. Quand il leva les yeux vers elle, il n'y avait ni mépris ni haine, seulement la satisfaction froide de celui qui pense avoir gagné d'avance. Le juge-président donna le signal d'ouverture. Le conseil reprend la session. Nous avons été informés tard hier soir qu'un témoin supplémentaire a été autorisé à comparaître. Ce témoin a reçu une autorisation spéciale de la défense. Un silence tomba. Puis les portes du fond s'ouvrirent. L'homme qui entra força toute la salle à se lever sans qu'aucun ordre ne soit donné. L'uniforme bleu foncé, les épaulettes dorées, les 3 étoiles sur le col. Un amiral de la marine, mais pas n'importe lequel. Amiral Richard Sinclair, commandant du théâtre d'opération afghan jusqu'à l'année précédente. Pike pâlit imperceptiblement. « Monsieur le Président, je n'ai pas été informé. »« C'est normal, » coupa le juge. « L'autorisation vient directement du Pentagone. » L'amiral avança, sans hâte. Il s'arrêta au centre de la salle, fixa d'abord le banc des juges, puis celui de l'accusation. Enfin, il posa son regard sur Riley. Elle soutint ses yeux sans ciller. « Je suis ici, » dit-il simplement, « pour dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Helmand. » Sa voix remplissait la pièce, grave, claire, sans emphase. Dufort s'avança légèrement. « Monsieur l'amiral, pouvez-vous préciser sous quel ordre vous venez témoigner ?»« Sous le mien, et sous celui du département de la Défense. Une partie du dossier a été déclassifiée ce matin à 06h Warsaw. » Il sortit un pli scellé, le tendit au juge. Le cachet officiel du Pentagone brilla sous la lumière. Le juge l'ouvrit, lut rapidement, puis hocha la tête. « Vous pouvez poursuivre. » Sinclair prit une respiration lente. « Le 12 mai, j'étais en contact direct avec le général Harlow. Le convoi de la sergente-chef Monroe transportait un dispositif de brouillage expérimental. Les communications ont été coupées délibérément par un opérateur ennemi. La preuve est ici. Relevés satellites, journaux de transmission, ordre de mission. » Il posa les documents sur la table. Les signaux thermiques identifiés à 08h47 confirment la présence d'un guetteur armé d'un dispositif de déclenchement à distance. Le tir de la sergente Monroe a neutralisé cette menace. Moins de 2 secondes plus tard, un IED secondaire a explosé, prouvant qu'il y avait 2 dispositifs distincts. Un murmure parcourut la salle. Pike tenta de reprendre contenance. « Amiral, ces informations n'apparaissent dans aucun rapport officiel. Parce qu'elles étaient classifiées jusqu'à ce matin, commandant, et parce qu'on a tenté de protéger plusieurs officiers responsables d'avoir ignoré un signal de menace transmis 2 heures avant le départ du convoi. » Le visage du procureur se crispa. Dufort, elle, resta impassible, mais son stylo tremblait légèrement. Sinclair tourna lentement vers Riley. « Sergente-chef Monroe, pouvez-vous confirmer que vous avez reçu une formation spéciale de tir à longue distance pour mission de protection rapprochée ? » « Affirmatif, monsieur. » « Et que votre ordre de mission incluait la couverture du véhicule de tête ? » ?»« Oui, monsieur. » « Alors, votre tir était conforme aux règles d'engagement. Vous avez exécuté exactement ce pourquoi vous aviez été envoyé. » Les juges échangèrent des regards rapides. Pike tenta encore. « Amiral, rien ne prouve que ce tir ait réellement empêché la mort du général. »« Vous voulez une preuve ?» demanda Sinclair calmement. Il désigna la porte du fond. « Elle est là. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Le général Harlow entra, appuyé sur une canne. La salle entière se figea. Certains soldats se levèrent sans s'en rendre compte. Il salua brièvement les juges, puis se tourna vers Pike. « Vous cherchez une preuve, commandant ? La voici. Je respire encore. Grâce à elle. » Pike resta muet. Le général avança jusqu'au banc des témoins, boitant. « J'étais dans le véhicule de tête. Je me souviens du souffle, du feu, de la douleur et d'une main qui me tirait hors du métal fondu. C'était la sienne. Le silence était total. Harlow se tourna vers le conseil. « Je certifie, sous serment, que la sergente-chef Monroe a sauvé ma vie
et agit conformément à son ordre de mission. Toute tentative de la faire passer pour fautive est une trahison du devoir que nous partageons. Le président du conseil se pencha, voix basse, le témoignage de l'amiral Sinclair et du général Harlow sera versé au dossier. L'audience est suspendue jusqu'à vérification des éléments déclassifiés. Les marteaux claquèrent. La salle se vida lentement, mais personne ne parlait. On aurait entendu tomber une épingle. Dans le couloir, Dufort serra brièvement la main de Riley. « C'est fini. Ils ne peuvent plus t'enterrer maintenant. »« Non, » répondit Riley doucement. « Pas encore. Mais ils vont essayer. » Derrière elle, Pike s'éloignait, raide, blême, son dossier serré contre lui comme une blessure. Et dans la salle vide, les 3 étoiles de l'amiral luisaient encore faiblement sous la lumière artificielle. Le 3e jour du procès, la salle avait changé de visage. L'air était plus dense, comme si chacun respirait plus lentement. Les journalistes autorisés à observer depuis la galerie ne prenaient plus de notes. Ils fixaient simplement la scène, conscients d'assister à quelque chose qu'on ne verrait jamais 2 fois. Sur la table de la défense, une pile de documents scellés portait désormais le tampon rouge du Pentagone, déclassifié niveau partiel. Dufort les avait reçus à l'aube, escortés par un officier de sécurité. Les pages portaient mais les relevés satellites, les journaux de transmission et les cartes thermiques de la mission. Le genre de preuve qu'aucun procureur ne veut voir entrer dans une salle. Le juge-président donna l'ordre. « Nous allons reprendre la séance. Lieutenant Dufort, la parole est à la défense. » Elle se leva, droite, le visage fermé. « Merci, monsieur le président. La défense soumet au dossier les preuves déclassifiées ce matin, confirmant la présence d'un opérateur ennemi positionné à 310 mètres au nord du convoi. Ce point, identifié sur les cartes thermiques, correspond exactement à la trajectoire du tir effectué par la sergente-chef Monroe à 0 Yaïtir 47. Elle désigna un écran. La carte apparut, tachée de rouge et de jaune, une trace de chaleur, humaine, isolée. Cette silhouette a disparu au moment précis où Monroe a tiré. Une seconde plus tard, l'IED secondaire explosait. Le juge acquiesça. Et selon les relevés, selon la télémétrie, le tir provenait bien de son fusil MK13. Aucun autre tireur n'était en position. Ce que l'accusation a décrit comme un acte de désobéissance était, en réalité, un tir de protection prévu par le protocole Guardian Watch. Le murmure monta dans la salle, incontrôlable. Pike se leva brutalement. « Objection. Ces relevés peuvent être falsifiés. »« Falsifiés par le département de la Défense », répondit Dufort calmement. Un rire nerveux éclata quelque part au fond, aussitôt réprimé. Le juge consulta rapidement le dossier, puis hocha la tête. « Objection rejetée. Continuez. » Dufort reprit. Le commandant Pike a affirmé que la sergente Monroe avait agi sans ordre. Pourtant, ces communications, enregistrées sur un canal parallèle, prouvent donc qu'une autorisation implicite avait été donnée par le général Harlow avant la coupure radio. Elle appuya sur un bouton. La salle se figea. Une voix grésillante mais reconnaissable s'éleva des haut-parleurs. « Monroe, priorité au véhicule Alpha. Feu autorisé si contact confirmé. Reçu Alpha, j'ai visuel. » Puis, le bruit sec du tir suivi d'une explosion. Un silence brutal engloutit la pièce. Le visage de Pike perdit toute couleur. Il tenta de reprendre. Ce canal n'était pas répertorié, coupa Dufort. Justement. C'est celui qu'on a oublié d'inclure dans votre dossier initial. Elle fit glisser un autre document vers le juge. Note interne du NCIS, datée du 14 mai. Ne pas inclure les fichiers annexes Canal Bravo jusqu'à vérification de la classification. Elle leva les yeux vers Pike. Vous étiez déjà saisi du dossier à cette date. Vous saviez ? Il resta muet. Le silence se transforma en jugement collectif. Même les juges semblaient gênés de respirer trop fort. Dufort reprit, plus bas. Ce n'était donc pas une erreur, c'était une dissimulation. Une femme blessée, décorée, était plus facile à sacrifier qu'un protocole défectueux signé par des officiers supérieurs. L'un des juges hocha lentement la tête, puis prit la parole. « Commandant Pike, souhaitez-vous répondre ?» Le procureur se leva, raide, les mains tremblantes. « Je n'étais pas au courant de l'existence de ce canal. » « Pourtant, votre signature figure sur la note, » fit remarquer Dufort.
Il s'effondra sur sa chaise, incapable de parler. Alors l'amiral Sinclair se leva, rompant le silence. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Cette affaire n'a jamais été une question de procédure. Elle a été une question de peur. Peur qu'une femme accomplisse dans le feu ce que des hommes hésitaient à tenter. Et peur que cela devienne un précédent. Son regard balaya la salle. Cette peur a fait mentir des rapports, détourner des preuves, salir un nom. Aujourd'hui, ce tribunal a le choix, protéger une réputation ou restaurer l'honneur. Les juges échangèrent un long regard. Puis le président déclara « Le Conseil suspend la séance pour délibération ». La salle se vida dans un silence de cathédrale. Riley resta assise, immobile, les yeux perdus dans le vide. Dufort posa une main sur son épaule. « Ils n'ont plus d'issue. »« On n'en a jamais, » dit Riley, avant qu'il nous en invente une. Derrière la vitre, Pike sortait, escorté par 2 officiers. Sa carrière s'arrêtait là. Le bruit sec du marteau annonça la fin de l'audience. La vérité, cette fois, avait frappé plus fort que les balles. Le lendemain matin, la salle était pleine à craquer. Même les galons les plus hauts s'étaient raillés déplacés, pas pour rendre justice, mais pour voir comment l'institution sauverait la face. Riley Monroe entra sans escorte, son uniforme impeccable, les béquilles rangées. Sa jambe tenait à peine, mais elle refusa toute aide. Ce jour-là, elle voulait se présenter entière, droite, vivante. Les juges militaires prirent place. Le président consulta quelques papiers, ajusta son micro, puis leva les yeux. Conseil spécial des forces armées, affaire Monroe, verdict final. Le silence fut total. Chef d'accusation numéro 1, violation des règles d'engagement, non coupable. Chef numéro 2, mise en danger d'un officier supérieur, non coupable. Chef numéro 3, destruction de matériel classifié, non coupable. Un murmure s'éleva. Comme une vague. Le président leva la main pour le faire taire. Cependant, le Conseil émet une recommandation, la révision immédiate des protocoles de communication sur le terrain et la réévaluation des procédures de couverture en mission mixte. Puis il se tourna vers Riley. « Sergent-chef Monroe, le Conseil reconnaît que vos actions le 12 mai ont sauvé la vie de 17 soldats, dont un général en service. Vous avez agi conformément à votre formation et à l'esprit du devoir. Vous êtes réhabilité dans votre rang et toutes vos distinctions vous sont restituées. » Le marteau frappa. Fin du procès. Riley ne bougea pas. Elle regardait devant elle, le regard vide, comme si les mots ne l'atteignaient plus. Autour d'elle, la salle se dispersait lentement, entre soulagement et gêne. Certains officiers évitaient son regard. D'autres, plus jeunes, la fixaient avec admiration muette. Dufort se pencha vers elle. « C'est terminé. »« Non, » murmura Riley, « rien n'est jamais terminé. » L'amiral Sinclair s'approcha, son uniforme impeccable, son visage marqué. « Sergent-chef, vous avez rendu à l'uniforme ce qu'il avait perdu ? » « La décence. »« Avec tout le respect, monsieur, j'ai seulement refusé qu'on me la retire. » Il esquissa un sourire fatigué. « Peut-être. Mais aujourd'hui, beaucoup marcheront plus droit à cause de vous. » Riley hocha la tête. « Et d'autres ne me le pardonneront jamais. » À la sortie, le soleil frappait dur. Devant le tribunal, une foule de journalistes, de soldats, de civils. Les caméras cherchèrent son visage. Un micro se tendit. « Sergente Monroe, un mot pour les femmes de l'armée ?» Elle hésita une seconde, puis répondit calmement. « On ne nous donne pas notre place. On la prend. Et on la garde. » Elle s'éloigna sous les flashs, le pas lent, mais sûr. Le soir même, dans le bureau du commandant Pike, les volets étaient broudis clos. Il signait sa lettre de démission. 2 officiers du NCIS l'attendaient dans le couloir. Le scandale serait discret, étouffé, mais suffisant pour que son nom disparaisse des commissions. À Washington, une note interne circulait. Réforme recommandée, intégration opérationnelle et discipline de commandement. Une bureaucratie réparait, à sa manière, une injustice qu'elle avait elle-même provoquée. 2 semaines plus tard, une cérémonie eut lieu dans la salle d'honneur du Pentagone. Harlow, toujours appuyé sur sa canne, remit à Riley la Silver Star Moult. Pas de discours grandiloquent, pas de caméra, juste une poignée de main ferme et ces mots, à voix basse. « Vous m'avez sorti du feu. Aujourd'hui, je voulais être là pour vous sortir de la cendre. » Elle répondit d'un sourire presque imperceptible. « Alors on était quitte, mon général. » Autour d'eux, quelques officiers applaudirent discrètement. L'air sentait la poussière de dossiers clos,
Mais dans le regard de certains jeunes soldats, quelque chose avait changé. Après la cérémonie, Dufort rejoignit Riley sur les marches. Vous pourriez capitaliser sur tout ça, vous savez, conférences, interviews, documentaires. Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une victoire, c'est juste la fin d'une bataille. Et moi, je préfère les terrains où on peut encore se salir les mains. Elle se redressa, observa la base au loin, les avions qui décollaient dans la lumière orangée. Vous savez, lieutenant, dans l'armée, les cicatrices se voient rarement sur la peau. Elles se logent dans le silence. Dufort hocha la tête, ému. Et maintenant, je rentre tirer. Riley quitta le bâtiment sans se retourner. Sa silhouette se perdit entre les ombres longues de la fin de journée. Ce soir-là, dans son dossier officiel, un paragraphe fut ajouté. A agi avec honneur, courage et lucidité sous le feu. A maintenu l'intégrité de sa mission malgré la pression hiérarchique. Pour une fois, les mots sur le papier étaient justes. Le crépuscule tombait sur le champ de tir de Coronado. L'air sentait la poudre et le sel, le bruit des vagues s'écrasait contre les falaises au loin. Une file de cibles blanches s'alignait sous la lumière décroissante. Riley Monroe ajusta sa lunette, le doigt posé sur la détente, la respiration lente, régulière. Le tir partit. La balle fendit l'air et perça le centre exact. Pas un souffle d'hésitation. Elle réarma calmement, enchaîna 5 tirs de plus, tous dans la même ligne. Les recrues derrière elle observaient en silence. Certaines étaient des femmes, d'autres non. Mais toutes avaient là ce regard mêlé de respect et de crainte. Riley posa le fusil, se redressa. Sa jambe ne tremblait plus. Elle n'était pas guérie. Elle ne le serait jamais complètement, mais elle tenait debout. C'était suffisant. Une jeune opératrice s'approcha, frêle, nerveuse. « Sergente Monroe, on m'a dit que vous alliez nous encadrer à partir d'aujourd'hui. » « On t'a bien dit ? » ?»« Non. » »« Sloane, première classe. »« C'est ton premier cycle ?»« Oui, ma'am. » Riley la regarda un instant. Elle reconnaissait dans ses yeux cette peur qu'elle avait eue la première fois qu'elle avait foulé ce sable. Cette peur qu'on cache sous le masque du courage. « On t'a déjà fait comprendre que t'étais pas à ta place ici, Sloane ? » Plusieurs fois. »« Parfait. Ça veut dire que t'y es. » Un sourire timide traversa le visage de la jeune femme. Riley lui tendit le fusil. « Montre-moi ton tir. » Sloane s'allongea, prit la position, visa. Son premier tir frappa bas, à gauche. Riley ne dit rien. Elle s'accroupit à côté d'elle. « Regarde ta respiration. Inspire, bloque, relâche, ne tire pas, laisse le coup partir tout seul. » Le deuxième tir toucha le bord du centre. Riley hocha la tête. Mieux. La différence entre un bon tireur et un tireur mort, c'est une respiration. Retiens ça. Derrière elle, le vent s'était levé, faisant battre les drapeaux sur les mâts. Le soleil rougeoyait sur l'horizon, et pendant un moment, tout sembla suspendu. Le bruit du monde, les souvenirs, la douleur. Seulement la mer, le métal, la respiration. Une voix familière brisa le silence. « Beau tir. Vous n'avez pas perdu la main, sergente. » Riley se retourna. Le général Harlow avançait lentement, sans canne cette fois. Il avait troqué l'uniforme pour une simple chemise claire. Le voir ainsi, debout, presque tranquille, la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Mon général. »« Je ne suis plus en service, » rappela-t-il avec un sourire. « Appelez-moi William. » Elle esquissa un rire discret. « Vous vous en sortez bien, pour un miraculé. Grâce à vous. Et vous ? Je tire, je respire, je forme. C'est déjà ça. » Ils marchèrent quelques pas côte à côte. Le vent portait l'odeur du sel et de l'huile d'armes. « Vous savez, » dit Harlow, « votre histoire circule encore dans les couloirs. Certains s'en inspirent, d'autres s'en défendent. »« L'armée n'aime pas les fantômes, » répondit-elle, « et je suis devenu l'un d'eux. Les fantômes ont leur utilité. Ils rappellent aux vivants ce qu'ils ne veulent pas voir. » Il la fixa un instant. « Vous auriez pu quitter tout ça, ouvrir un cabinet, écrire un livre, témoigner sur les plateaux. Pourquoi rester ici ? Parce qu'ici, on apprend encore à viser juste. Là-bas, on apprend juste à parler. » Harlow hocha la tête, comprenant. « Continuez à viser juste, alors. » Il lui tendit la main. Elle la serra sans un mot. Puis il s'éloigna vers la route, son ombre s'allongeant sur le sable. Riley resta seule un moment, observant le soleil disparaître derrière la mer. Elle reprit son fusil, plaça une nouvelle cartouche et tira encore.
Le coup claqua. Net. Sloane s'approcha, les yeux brillants. « Sergente, comment on fait quand tout le monde veut qu'on échoue ?» Riley la regarda longuement, puis posa doucement la main sur son épaule. « On échoue plus tard, après avoir gagné. » Elle remit son casque, jeta un dernier regard à la mer, puis ajouta d'une voix calme. « On ne nous donne rien, Sloane. Alors prends tout. Même ce qu'il croit de garder. » Le dernier tir résonna dans la lumière mourante. Les silhouettes sur le pas de tir restèrent immobiles, suspendues entre respect et silence. Quand la nuit tomba, Riley rangea son fusil, posa une main sur la crosse comme sur un souvenir vivant. Son reflet dans la lunette la regardait, fatigué, marqué, mais debout. Toujours debout. Et dans ce miroir d'acier, on aurait pu lire comme une devise « Certains soldats n'ont pas besoin d'être debout pour se tenir au-dessus des autres ». Elle souffla, puis quitta le champ de tir. Derrière elle, les balles vibraient encore dans l'air, comme le souvenir obstiné d'une guerre qu'elle avait enfin gagnée.